Nous avons le grand plaisir de recevoir ici à Carcassonne Patrick Chauvel, qui est reporter de guerre. Euh, Hervé Bougon, vous avez traversé la France pour nous, tous deux, euh, puisque vous venez de Châlons-en-Champagne et vous représentez, enfin Paris, mais vous représentez le festival du film de guerre, enfin pas tout à fait, la guerre au cinéma, hein, vous expliquerez tout à l'heure, de Châlons-en-Champagne. Et le local de l'étape, si je puis dire, Mathieu Bonnery, spécialiste du renseignement et également programmateur pour le festival du film politique dans la section documentaire. Donc bienvenue à tous les trois. Alors, j'avais envie que l'on commence par l'image avant d'en venir peut-être au film. Alors, j'ai emprunté cette infographie, Patrick Chauvel, au mémorial de Caen, auquel vous avez confié un fonds de 380 000 images qui représentent votre carrière de photo reporter et de reporter de guerre et qui donne l'ampleur donc de votre œuvre. J'ai l'impression que vous avez comment dire, été au contact assez rapidement de l'engagement physique. Ça sera mieux, je crois. Allez, voilà, Mathieu déjà, mais du désordre. On avait tout organisé. Merci Mathieu. C'est filmé, c'est filmé. Voilà, mais c'est hors champ. Voilà, mais c'est dans le renseignement, on est souvent hors champ finalement. Hein. Voilà, c'est l'élément comique de la table ronde. Donc, on commence. Voilà, donc Patrick Chauvel, je disais que vous aviez reçu un petit peu quand même l'engagement physique dans les événements qui font l'histoire, de manière familiale. Hein. Votre père était soldat dans la 2e division blindée du général Leclerc et votre mère était dans la résistance. On évoquera sans doute aussi votre oncle, Pierre Schoendorfer, dont j'adore aussi le crap-tambour et voilà, où il évoque, où la guerre d'Indochine est présente, mais comment dire, en fond. Donc la première question qui va intéresser notre public jeune, c'est de savoir comment vous êtes devenu et resté finalement reporter de guerre. Et est-ce que l'appareil photo pour vous est une arme? Non, non, c'est pas une arme, c'est une écriture, c'est une plume. Une arme, c'est une arme. Je veux dire, c'est pas l'appareil photo ne tue pas. C'est une arme. C'est une arme peut-être politique, mais c'est pas. Non, c'est moi je pourrais un stylo, un appareil photo ou une caméra vidéo, c'est une manière de raconter l'histoire. C'est pas une arme, non. Ça peut être considéré comme une arme par les dictatures, mais ça l'est pas. Donc moi je suis tombé dans la potion magique en fait, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon père était malgré lui, hein, parce que c'était l'époque, il s'est retrouvé soldat dans la 2e DB à 16 ans. Il a menti sur son âge, mais à l'époque ils avaient besoin d'hommes, donc ils l'ont accepté. Il a été détaché comme éclaireur à la Big Red One, parce que comme il était breton, les Américains se sont dit il connaît la Normandie. Donc il s'est retrouvé à Omaha Beach, première vague. Mais évidemment, il était perdu et il a pris une balle dans la pommette qui est sortie par l'oreille. Et après, il a été blessé en Allemagne plusieurs fois. Et son meilleur ami, c'était Pierre Schoendorfer, qui était caméraman à Dien Bien Phu, qui était copain avec, sans le savoir, il rentrait dans cette famille, avec le frère de ma mère, qui commandait la Légion sur Béatrice, qui s'appelait le capitaine Luciani, parce que ma mère est corse. Et donc voilà, et puis Schoendorfer a épousé la sœur de mon père, donc il est devenu mon oncle. Et en fait, à la table familiale, pour la faire court, il y avait Kessel, Schoendorfer, mon père, Lartegui, Lucien Baudard, enfin tous ces gens étaient des aventuriers, des écrivains, des cinéastes. Il y avait Bob Denard, qui était peut-être moins intéressant au niveau du discours, mais qui avait quand même une vie intéressante. Et moi, j'entendais tout ça. J'étais pas très bon à l'école. Donc si j'avais insisté, j'aurais passé mon bac à 45 ans, donc c'était pas utile. Donc à un moment donné, j'ai dit à la table, pour faire court, j'ai dit à mon père, écoute, je voudrais aller faire la même chose que vous. Et à ma surprise, il m'a dit, on va voir ce que tu as dans le ventre, arrête de parler. Et il m'a payé un aller simple pour Saigon. Ah oui, c'était en quelle année? C'était votre première expérience de... 1968.
C'était, je suis arrivé une semaine avant l'offensive du Tet, donc c'était un bon cru. Et après, les guerres se sont enchaînées. Je suis resté 7 ans au Vietnam, jusqu'en 74 en fait. Euh, mais quand j'étais au Vietnam, les journaux m'ont envoyé couvrir le conflit irlandais, euh, au Mozambique, en Angola, les dernières guerres coloniales des Portugais. Ensuite, il y a eu évidemment la guerre civile au Liban, etc. Toutes les guerres sont enchaînées et continuent, puisque je continue. En fait, j'ai la sécurité de l'emploi, donc voilà. Donc voilà. Donc, Alors les chiffres du mémorial sont un peu courts parce que j'ai été logé au mémorial en 2022. Et donc, il y a beaucoup plus que 400 000 photos et des documentaires et des films, puisque j'ai dû couvrir, j'ai été 8 fois en Ukraine, j'ai été en Israël depuis. Donc, on rajoute à chaque fois plein de photos, plein d'images. Au mémorial, il y a une expo permanente sur un demi-siècle de guerre, qui change, le noyau de l'expo change selon les conflits en cours. Donc, on a rajouté récemment Israël, Gaza, le Liban, et évidemment l'Ukraine en cours. Donc voilà. alors, donc une trentaine de conflits à travers le monde. Un peu plus de 45. Donc 45, je réactualise mes chiffres, donc à travers le monde, des années 70 jusqu'à nos jours. Comment aborde-t-on le terrain? Ce sont des zones que les populations fuient, j'imagine, hein, qui sont peut-être interdites aussi. Alors comment, quand on est reporter de guerre, on arrive, hein, sur ce terrain-là? Est-ce qu'il y a une préparation psychologique et matérielle, finalement? Psychologique, non, enfin on a l'habitude, mais ce qu'il faut, c'est que quand on va dans un pays pour la première fois, c'est toujours un petit peu compliqué. En général, on comprend que ça va péter un peu avant parce qu'on se renseigne. Moi, je passe mon temps à téléphoner aux correspondants de l'AFP, d'AP, de Reuters, sur les agences qui ont des correspondants dans ces pays-là. Je prends leur numéro, même si je les connais pas, et j'appelle quand je sens que ça bouge un peu. Je les appelle quelquefois des mois à l'avance pour savoir ce qui se passe, ce qu'ils en pensent. J'ai commencé à acheter des livres. Par exemple, quand j'ai senti que ça allait vraiment péter en Ukraine, j'ai commencé à appeler des correspondants en Russie, des correspondants en Ukraine. J'avais déjà été en Ukraine, quelques commandants, un photographe ami ukrainien qui avait déjà travaillé avec l'armée, donc qui avait les contacts, qui parlait anglais, qui avait un 4x4, qui avait pas peur. J'ai lu pas mal de livres sur aussi l'origine de l'Ukraine, pour essayer de comprendre d'où vient le conflit et puis pas faire trop d'erreurs parce que chaque pays a ses règles et quelquefois vous pouvez vexer les gens sans vous rendre compte ou faire attention comment vous vous habillez dans certains pays. Enfin bref. Donc en général, on se prépare à l'avance comme ça si on peut. Quelquefois ça pète. Mais après, en Ukraine, je suis allé plus de 8 fois. Au Liban, j'ai dû y aller 100 fois. À un moment donné, on n'a plus besoin de se préparer, on connaît tout le monde. Pas oublier qu'on va plusieurs fois dans les pays. La guerre du Liban, ça a été 75 jusqu'en 78. 78, donc j'avais été, je sais pas, une dizaine de fois. 78, c'est le même pays, mais c'est une autre guerre parce que c'est les Syriens qui attaquent. 82, c'est Israël qui envahit. Après, c'est les combats entre les chrétiens, les druzes, et enfin, à chaque fois, c'est une autre guerre dans le même pays. Donc, on finit par connaître tout le monde. Euh, donc, cette préparation-là, il faut vraiment essayer de lire l'histoire d'un pays avant, si possible, pour pas faire d'erreurs et puis surtout comprendre ce qui se passe. Et être finalement aux prémices, être presque le premier sur place pour Bon, le documenter. premier, je m'en fous en fait, parce que j'aime pas du tout ce terme où les gens de la télé souvent disent nous étions les premiers. Qu'ils sont dans la faute qu'ils étaient les premiers. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont bien raconté l'histoire. À la limite, je préfère être le dernier et avoir la meilleure histoire. Il y a cette espèce de course stupide au scoop et à être le premier, à se mettre en avant. Je ne comprends pas, c'est la télé qui a fait ça. Où les journalistes se mettent en avant, à la recherche d'un scoop, les premiers. Mais on s'en fout, notre métier, c'est l'art de l'effacement, normalement. On ne devrait pas parler de nous. Si je dis ça, je suis en conférence. Mais bon. Mais normalement, on est là pour transmettre ce qui se passe à vous et en s'écartant. Donc, c'est compliqué aujourd'hui, ce côté narcissique de la presse. Alors justement, montrer la guerre, hein, vous m'avez confié un certain nombre d'images, hein, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh,
Alors au Est-ce que milieu, c'est c'est est-ce que c'est se rapprocher au plus près des combattants? Qu'est-ce qui va faire la bonne photo, finalement? bah, la bonne photo, c'est d'être avec eux. Hein. Il n'y a pas, y a pas le choix. Parce que, voilà, à Ramallah, je suis avec les gens des brigades Al-Aqsa qui combattent les Israéliens en 2022. Bah, je suis avec eux, hein, je peux pas faire autrement. Euh, en Ukraine, vous voyez bien, je suis dans les tranchées. Euh, c'est dément l'Ukraine parce qu'en fait, vous avez 800 kilomètres de tranchées. Si vous mettez la photo vraiment en noir et blanc, on pourrait croire que j'ai commencé en 1914. Quoi. L'histoire se répète, c'est un peu désespérant. Quoi. Israël, la première fois que j'y suis allé, mais j'étais pas vraiment reporter, c'était en 67, la guerre des 6 jours, où j'ai raté toutes les photos. Enfin, c'est quand même dément de se rendre compte que j'y vais en 67, c'est la guerre, et je retourne il y a quelques mois, et c'est encore la guerre dans le même pays, quoi. 55 ans après, quoi. C'est hallucinant, donc c'est désespérant. Oui, il faut être au contact, d'abord parce que les soldats, si vous n'êtes pas avec eux, ils vont pas trop vous accepter. C'est quand vous subissez les mêmes choses qu'eux qui finissent par s'ouvrir et vous devenez un compagnon pour eux. Là, récemment, il y a un commandant ukrainien qui m'a appelé en me disant, me proposant de retourner parce qu'il va se passer quelque chose. Et je suis en contact direct avec lui. Maintenant, j'ai même plus les autorités du pays qui, quelquefois, ne veulent pas que les journalistes aillent à certains endroits. Mais quand on connaît et qu'on a vécu 15 jours dans une tranchée avec les commandants, bah, ils vous appellent directement. Donc, il faut être au plus près et être prévenu de ce qui va se passer. Moi, je suis arrivé en Ukraine 10 jours avant l'attaque russe, en vol d'Air France, tranquille. Parce que j'avais compris, avec tous les renseignements que j'avais, des copains américains qui travaillaient un peu pour le gouvernement, des soldats ukrainiens qui sentaient qu'ils étaient mobilisés pour aller dans certains endroits, ça sentait le roussi quand même. Alors j'aurais pu me tromper, hein. Mais à ce moment-là, j'aurais visité Kiev. Mais l'essentiel, c'était comme je travaillais pas pour un journal, la chance que j'ai en tant qu'indépendant, c'est que si je pars sur un reportage et que je me trompe, personne ne le saura. Par contre, on sait quand je réussis. Donc on croit que je réussis tous mes coups. C'est l'avantage de ne pas être envoyé par un journal. Bon, évidemment, on gagne peu d'argent, mais c'est pas très grave. Il y a la notion de temps, j'imagine, le temps passé, donc comme vous le disiez, avec les combattants, et puis les différents espaces. Ici, on voit une situation urbaine, et en Ukraine, le côté plutôt rural, finalement. Donc, Il y a des combats de ville hein, en Ukraine. Hein. Il y a eu la bataille de Bakhmut, il y a eu la bataille de Kiev au début. Non, non, il y a aussi des combats en ville. Là, c'est sur une tranchée pendant l'offensive russe, près de Bakhmut d'ailleurs. C'est compliqué l'Ukraine parce que il fait froid, c'est la boue, on dort par terre. Il faut avoir son propre équipement, il faut être autonome. Hein. Les militaires ne sont pas des babysitters, donc il faut avoir son sac de couchage, sa pelle de tranchée, son couteau, sa bouffe, sa flotte, son gilet pare-balles, son casque. Il faut avoir son kit de soins pour les urgences, comme faire une trachéotomie. Euh, voilà. Moi, je prends pas mal de cours de médecine d'urgence militaire pour pouvoir éventuellement me sauver ou sauver un camarade ou sauver un militaire s'il le faut ou un civil. Et ça aide beaucoup parce que quand on arrive en général pour la première fois avec des militaires, quand ils comprennent qu'on a des notions de médecine de guerre, ben, d'un seul coup vous devenez quelqu'un d'utile. Souvent, quelquefois, quand j'étais en Afghanistan, par exemple, l'infirmier de combat, au moment de partir en patrouille, m'avait demandé à voir le kit où j'avais la petite croix rouge sur le côté. Et il a vu que j'avais de quoi clamper une artère, faire une trachéotomie et des choses comme ça. Il m'a dit, tu sais vraiment le faire? J'ai dit, oui, je m'entraîne avec des chirurgiens. Et donc, il a rassemblé les soldats en disant, ennemi. Et il a dit, le Frenchie, là, si jamais je suis débordé, allez le voir, il peut vous sauver la vie. Ben, ça change tout. D'un seul coup, vous êtes accepté. Et à partir du moment où vous êtes accepté, vous pouvez travailler. Il faut être à hauteur d'homme avec les gars, il faut les respecter. Et à partir du moment où vous viviez, si vous déboulez comme un touriste avec votre voiture, faites 3 photos et vous repartez, ça marche pas. Il faut vraiment intégrer le groupe. oui, être dans la proximité. Ben, bien sûr. Et puis en plus pour comprendre dans leur état d'esprit ce qui se passe. Et puis voilà, il y a plusieurs vérités dans la guerre. Et la première victime des guerres, c'est la vérité. Et nous, on est à la recherche d'une des vérités. Hein. On n'a pas la science infuse.
Il y a des photographes côté russe qui essayent de trouver la vérité. On est plusieurs. Après, c'est à vous de faire le tri. Mmh. Et donc cette vérité-là, c'est la situation des combattants, ce qu'ils vivent, hein, qu'est-ce qu'on recherche finalement? Bah, à travers les images d'une réalité, plus les paroles. Ensuite, en allant voir les politiques, moi j'avais fait une interview du ministère du ministre des Affaires étrangères, Kouleba. Entre son discours, le discours international et ce qu'on a vu et le discours des soldats, on finit par se faire une idée et donc on peut ajouter derrière les photos un papier parce qu'il faut toujours aider les gens et un papier derrière. Alors où on est avec un journaliste, où on est seul et à ce moment-là on fait le papier. Une photo toute seule peut être très dangereuse parce que hors contexte, elle peut raconter le tout et son contraire. Vous avez par exemple cette photo qui a été faite par Eddie Adams en 70 au Vietnam, où le général Lohan, qui était un général sud-vietnamien, semble exécuter un civil dans la rue d'un coup de pistolet dans la tête. Cette photo extrêmement connue a été très mal légendée. En fait, c'est pas du tout un civil, c'est un commissaire politique nord-vietnamien qui s'est infiltré déguisé en civil derrière les lignes américaines et sud-vietnamiennes, qui a exécuté le général et toute sa famille qui commandait le secteur et qui était un ami du général Lohan. On lui amène ce type, il apprend que le type est un espion qui vient de tuer son meilleur ami avec ses enfants et il l'exécute. D'après la Convention de Genève, il a le droit de l'exécuter. Donc le photographe Eddie Adams qui a fait cette photo a toute sa vie dit qu'il avait regretté de l'avoir faite parce on aimait tous le général Lohan qui était un type sympa et cette photo a obtenu un prix, a fait le tour du monde, a changé, a participé au changement de l'opinion américaine qui était scandalisée que les États-Unis aident un type qui exécute des civils, mais tout est faux. En fait, il n'exécute pas un civil. Et Eddie Adams s'est pas rendu compte de la portée de la photo et il a regretté de l'avoir montrée, quoi. Mais cette photo aurait été bien légendée, ça aurait été différent. Oui, ça pose la question de Une image hors l'utilisation contexte, c'est de une la photo. catastrophe. Mmh. Est-ce qu'il y a des photos que vous avez, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir quand on fait une photo? Non, il n'y a pas de limite. Quand on fait une photo, il y a une limite à ce qu'on propose à la presse. Je me méfie de la presse, moi. Donc, je vais faire toutes les photos possibles. Il y a des photos qui vont servir. On travaille pas que pour la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective, pour l'histoire, pour le TPI, pour le tribunal international. Donc, je vais tout photographier parce que ça peut servir à autre chose, mais je vais faire mon tri pour la presse. Parce qu'il y a un côté racoleur, quelquefois, pour certains journaux. Et puis, ça sert à rien de choquer les gens. On n'est pas là pour choquer, on est là pour interpeller. Donc, il y a une limite à pas dépasser. Mais par contre, je photographie tout ce que je vois. Mais il y a des photos qui sont pas montrables, mais qui peuvent servir même à la médecine. Je veux dire. Donc, à partir du moment où je suis là et j'ai le privilège d'être là, je vais pas me retenir. Ce serait pas bien. Mmh mh. Donc montrer la guerre, c'est aussi montrer les destructions, et les victimes. Est-ce que c'est aussi lutter contre, comment dire? Des éléments de langage? Par exemple, en 91, on entendait parler de frappe chirurgicale et moi je trouve que vous montrez bien dans ces clichés, qui sont à l'écran, qu'il n'y a pas de frappe chirurgicale et que forcément elles produisent des ruines de vie, en tout cas, hem et qu'il y a forcément des victimes. Surtout en Ukraine, elles sont pas très chirurgicales de la part des Russes. Non, elles sont pas très chirurgicales, mais en même temps, on va dire que ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des frappes chirurgicales quelquefois, mais il y a forcément des gens dans l'immeuble, quoi. Donc ils s'en foutent un peu. Mais je me rappelle que au Vietnam, un jour, la presse avait interpellé un colonel américain parce qu'ils avaient aplati une petite ville détruite à 100%. Et la presse avait dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et le colonel avait répondu, ils étaient communistes, ils ne le sont plus. Oui, effectivement, ils étaient plus communistes puisqu'ils étaient morts. Mais donc frappe chirurgicale, oui, ça existe. Les Israéliens sont capables de le faire. Ils l'ont pas démontré à Gaza, mais ils sont capables de tuer un type dans un appartement en Iran, ce qui est quand même assez fort. Donc c'est une décision des gouvernements de savoir si ils s'en foutent de l'opinion internationale ou pas.
Les Russes, bon, c'est un peu de notre faute. Ça a commencé, le compte à rebours a commencé avec Obama, qui, pendant la guerre en Syrie, a donné une ligne rouge en disant aux Russes et aux Syriens, si vous bombardez votre propre population avec du gaz, on interviendra. Ils ont bombardé avec du gaz, personne n'est intervenu. Donc les Russes ont remarqué ça, cette faiblesse. Ensuite, il y a quand même la prise de la Crimée, le Donbass, personne ne réagit, donc ils se croient tout permis. Ensuite, ils s'aperçoivent que les Américains quittent l'Afghanistan sans un coup de feu et que Kaboul tombe. Donc, ce qu'on appelle l'Occident est faible, donc je me crois tout permis, donc j'envahis l'Ukraine. Donc c'est de notre faute. Il y avait qu'à répondre plus fermement au début. J'ai l'impression qu'on est en 38-39 là, moi. Oui, une répétition de... Vous avez une répétition de l'histoire où devant nos yeux, les Russes attaquent de tous les côtés et on fait rien. Et comme certaines personnes l'ont dit, il faut pas humilier Poutine. Ah bon? Très bien. C'est aberrant de dire un truc pareil. Je veux dire, le Premier ministre anglais en 38, je crois, Chamberlain, a rencontré Hitler et il est revenu en disant Hitler est un type bien, j'ai confiance, il a promis qu'il n'enverra pas la Pologne. Et on a vu la suite. Donc, Churchill avait résumé la chose en disant vous avez accepté le déshonneur pour sauver la paix et en fait vous avez eu le déshonneur et la guerre. Et on est un peu dans cette configuration-là. Bon, sauf que là maintenant l'Europe et les États-Unis ont réagi en aidant l'Ukraine, mais c'était un peu tard, puis il fallait le faire plus fort et plus vite. Est-ce que la photographie de guerre, est-ce que l'image a un rôle dans ce jeu? Est-ce qu'il y a une saturation finalement du public, de l'opinion publique face aux images? Elles ont moins d'impact aujourd'hui peut-être? Est-ce que vous avez vu cette évolution au cours de Non, mais ça, il votre faut leur carrière? demander à eux. Je sais pas si ça leur fait de l'effet de voir des photos et si ça change leur opinion. Nous, on a un problème aujourd'hui, c'est l'espèce de diarrhée d'images qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui sont notre pire ennemi, parce que plus personne ne lit la presse, pratiquement. Moi, quand j'ai 5 pages dans Paris Match, je suis en général félicité 3 mois après, parce que la personne a été chez le Toubib, quoi. Elle l'a trouvé sur la table basse, quoi. Donc, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que là, il y a plein d'images qui ne sont pas vérifiées, qui sont pas bien légendées, etc. Et donc, et ça, c'est notre pire ennemi, parce que nous, notre seule force, c'est notre crédibilité. Si on la perd auprès du public, on sert plus à rien. Donc, à un moment donné, à la limite, je finis par m'en foutre. Moi, je fais les images parce que, au moins, ces images serviront à punir les criminels de guerre un jour, peut-être, parce qu'on aura les preuves. Rémi Ourdan, grand reporter au Monde, a été assigné à témoigner contre Mladic parce qu'il avait assisté à sa responsabilité de crime de guerre pendant la guerre en Yougoslavie. Donc, c'est ça aussi la portée de notre travail. Changer l'opinion publique, ça peut faire évoluer une opinion publique, mais on sait bien que nos gouvernements ne gouvernent pas par rapport à l'opinion publique. Enfin, genre les Américains, les étudiants se sont battus dans les universités contre la guerre du Vietnam. Et en fait, il y a un film qui s'appelle Fog the War, qui raconte à l'intérieur l'histoire avec McNamara, avec le président Ford, Johnson, etc. Et à un moment donné, il demande à Kissinger, l'opinion américaine est plutôt contre moi, je perds un pourcentage de voix, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il décide de bombarder Hanoï pour être élu, en fait. C'est de la politique intérieure, en fait. Donc, Il y a cette, alors que l'opinion américaine était contre la guerre. Donc je pense que on a une faible impact, mais par contre, on est la preuve de ce qui s'est passé. Donc oui, voilà, le rôle principal, c'est celui de témoigner, d'être de témoigner des faits. On est la voix de ces gens-là, la voix de cette Palestinienne qui a sa fille gravement blessée à l'hôpital, la voix de ces Cambodgiens qui sont massacrés par les Khmers rouges, la voix des Israéliens qui ont été pris de court et surpris par cette attaque épouvantable sur les kibboutz, la voix des gens de Gaza qui sont bombardés après. Voilà. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de crime. Au moins, il y a un témoignage là. Après, comme disait une des phrases dans le film de Chaîne d'Orfèvre, habitue-toi à tout ce qui décourage. Alors, j'avais envie que l'on s'arrête aussi sur 2 images qui sont celles-ci, et elles ont
été prise à des endroits différents, il y a des dates différentes, et je trouvais qu'elle se répondait un petit peu. Alors, est-ce qu'une photo esthétique, enfin qui a une beauté formelle, renforce le message ou au contraire Je ne sais pas peut si elle le l'aboîtrer? renferme, elle le stigmatise, c'est-à-dire elle reste dans les mémoires. Il y a une persistance optique avec une belle photo. Donc pourquoi pas la faire quand on peut, quand elle se présente à nous. Je la cherche pas. Mais là, bon, quand le petit chaperon rouge est monté sur le char russe détruit en Tchétchénie, c'était difficile de pas la prendre en photo, quoi. Il y avait vraiment un symbole. Il y avait un moment de calme dans les combats et cette petite fille habillée en rouge est montée sur un char comme font les enfants dans les squares. Et donc c'est la vie après la destruction. C'est un petit moment d'espoir fragile. Il y avait une symbolique là-dedans. Après, c'est à Baghouz, pendant la guerre en Syrie, l'État islamique, c'est des femmes djihadistes avec leurs enfants, mais il n'y a plus rien à bouffer. Il y a une ONG américaine qui balance des couvertures, du pain et du lait en poudre. Bon, le lait en poudre, c'était pas utile s'il n'y avait pas d'eau. Mais bon. Mais voilà, c'est le symbole aussi des ONG, de ces. Enfin, faire attention, hein, parce que les femmes, c'est pas que des femmes de djihadistes, ce sont des femmes djihadistes, donc aussi dangereuses que les hommes. Donc voilà, la beauté peut faire partie du véhicule d'information, oui. Je peux me permettre une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant, tu viens de dire je ne cherche pas la belle photo. Non. Et ce matin au petit déjeuner, on discutait d'un certain nombre de tes collègues, et tu disais qu'il y avait certains collègues qui étaient des photographes, qui sont devenus des photoreporters, des reporters de guerre, et puis toi qui es un journaliste qui fait de la photographie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette différence et justement peut-être la question du rapport qui varie entre vous sur la question de la belle photo, la dimension esthétique, que toi tu ne cherches pas apparemment, et pourquoi tu la cherches pas? Bah, il y a des grands photographes comme James Latchway qui sont des photographes exceptionnels, hein, qui sont des artistes même. Ils sont à la fois reporters, hein, bien sûr, mais sur les zones de guerre. Ce sont des gens passionnés par la photo. Moi, j'étais pas passionné par la photo. J'aime beaucoup la photo. Mais moi, je voulais aller au Vietnam. Je voulais faire la guerre. Je voulais vivre l'histoire avec un grand H. Je savais pas très bien comment justifier ma présence. Et quand j'avais 18 ans, j'avais pas confiance dans mon écriture. Donc je me suis dit, ça va être plus simple avec un appareil photo. Après, j'ai commencé à maîtriser ça, mais moi, je voulais juste, c'était comme les orientalistes, un carnet de bord, quoi. On fait un dessin et on met un petit texte. Donc ça s'arrêtait là pour moi. Alors de temps en temps, les choses se mettent en place et comme je suis quand même photographe, donc je reconnais le cadrage qu'il faut et je vais la faire. Mais c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche juste à raconter l'histoire et la preuve de ce que j'ai vu. Natchway, lui, il cherche vraiment l'esthétique. C'est deux façons de raconter l'histoire qui ont chacune leur qualité. Une fois, j'avais demandé pendant une expo, il y a une expo de James, il y avait des femmes qui admiraient une photo incroyable en noir et blanc. Et je leur ai dit, c'est où? Elles ne savaient pas. Donc la photo était une info en rien. C'était juste une très très belle photo de guerre, quoi. Ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec James Natchway. Est-ce que tes photos sont pas trop belles? Parce qu'en fait, tes photos sont tellement belles qu'en fait, tu parles de qui? Tu parles de toi, en fait. Notre métier, c'est de parler des autres. Donc, mais en même temps, le fait que James soit au-dessus du lot en qualité photographique fait qu'il est plus publié que nous. Les journaux demandent les photos de Natchway et moins les nôtres. Donc, qui a raison à ce moment-là? C'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien faire des photos que le public, en voyant ces photos, peut se dire j'aurais pu être là et j'aurais pu faire la même photo. Ça les rapproche de l'événement. Donc voilà, je m'identifie pas à mes photos. Voilà. Alors, ça pose aussi la question, aujourd'hui, on est tous détenteurs d'un smartphone et donc d'un appareil photo potentiel. Est-ce que à cette heure des réseaux sociaux et du numérique, quel est l'impact sur la photo de reportage? Est-ce que ça change votre métier? Non, ça change pas notre métier. Ça, encore une fois, ça fait chaque citoyen est un journaliste potentiel. Ben oui.
il y a rien de nouveau, hein. Un petit garçon à l'école, s'il y a une bagarre dans la cour, qu'est-ce qu'il va faire d'autre que du journaliste quand il va rentrer chez ses parents, il va raconter l'histoire. On est tous journalistes dans l'âme, je veux dire. Après, il y a des journalistes professionnels et puis il y a les gens qui font les photos avec leur smartphone. Moi, ça me dérange un petit peu parce que je vois pas mal d'images où on voit un type en train de se faire poignarder et autour de lui, il y a 6 personnes qui filment au lieu de l'aider. Et du coup, ça détache les gens de ce qui se passe, quoi. Je trouve ça un petit peu dangereux. Mais Alors, donc vous faites un métier à risque, hein, c'est le sujet que je voulais aborder. Vous avez été blessé à plusieurs reprises. Et donc, là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est une photo d'Al Rokoff et vous êtes blessé à terre. C'est votre première blessure, je crois. oui, c'est un obus de mortier et Rokov qui courait à côté de moi a saisi le moment où je m'écroule. Euh, Et on avait fait à Paris, celui qui ferait la meilleure photo, l'autre lui filerait 100 dollars. Et dans l'ambulance, il m'a dit, tu me dois 100 dollars. Parce que non seulement il avait la meilleure photo, mais j'étais dessus. C'était un peu désagréable. Mais voilà, il s'appelle Al Rokoff, c'est un photographe américain exceptionnel. Donc on montait à l'assaut, le but est tombé, j'ai été touché, et après il a fait la deuxième photo, quand on me porte, on me transporte. C'était la première blessure, ouais. Où j'ai compris que la chair contre le métal, c'est le métal qui gagne. Mais ça ne vous a pas dissuadé. Ah non, j'étais en colère. J'ai pas décoléré tout le temps de réparer mes os, quoi. Parce que je ratais plein de reportages, quand même. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Alors, il y a une seconde photo extraordinaire sur la même thématique, hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors on voit pas très bien, parce que c'est devenu un peu sombre, là, avec votre Ouais. projecteur qui date des années 14. C'est ça. On va poser une Il va réclamation à la falloir mairie de faire un peu Carcassonne. il va falloir dépenser un peu de fric. Euh, donc à droite, c'est mon fils, que j'ai engueulé d'ailleurs, parce qu'en fait on est à Mossoul, pendant la bataille de Mossoul, avec la division d'or, c'est une division d'élite irakienne entraînée par les Américains. Et il y a un kamikaze avec un véhicule s'est jeté sur le tank devant. Et donc, moi, je fais la photo de l'explosion et mon fils, il est dans mon cadre. Donc, je l'ai engueulé. Je dis, tu gâches ma photo. Et en plus, je lui dis, attends, tu es photographe et tu tournes le dos à l'explosion. Normalement, tu dois être de face à l'explosion. Donc, un, tu gâches ma photo. Deux, tu tournes le dos. Et en plus, là, on le voit pas, mais il a le doigt en l'air. Donc, faire une photo, il faut appuyer. Alors après, son appareil photo a été coupé en deux par un des éclats, parce que très vite, les éclats arrivent sur vous. Euh, enfin bon, ça fait une photo de famille. C'est le métier qui rentre en même temps. Alors, Mais là, le risque le plus important, c'est s'il avait été tué, sa mère m'aurait coupé les burnes. je la comprends. Oui. Donc, heureusement, il a eu juste une blessure à la main. Il continue. Non, il a arrêté parce qu'on ne gagne pas d'argent avec ce métier et que lui, il a commencé un peu tard avec 2 enfants en bas âge, ce qui n'était pas une bonne idée. C'est très mal payé, quoi. Alors, il y a un avant et un après une photo. Enfin, il y a tout un contexte, hein. Et vous m'avez confié quelques images, hein, prises avec une GoPro, je crois. Non, alors, les Américains m'avaient demandé de tester un nouveau système. C'est de filmer avec un 180 degrés. C'est pas facile à maîtriser parce que, par exemple, je suis en train de filmer comme ça et je vais vous dire, reculez, vous êtes dans mon champ. Donc le photographe qui est à droite dit, tu te fous de ma gueule, tu es en train de filmer là et tu me dis de reculer. Et en fait, je ne connaissais pas trop le système. Donc là, on est en Libye. Je viens d'arriver, je connais personne, c'est le début de la guerre. Et en fait, les combattants libyens, les rebelles, sont des boulangers, des charpentiers, des plombiers, etc. Donc ils sont courageux, ils sont motivés, mais ils savent pas se battre. Ils se battent vraiment comme des manches, quoi. Donc c'est hyper dangereux d'être avec eux. Ils sont au milieu du désert sur une route, il y a une seule route. Ils tirent à la mitrailleuse lourde fixée sur des pick-up, sur des avions de combat à réaction, donc ce qui sert à rien du tout. Et les avions de Kadhafi envoient des missiles sur la route. Et on risque en plus d'être écrasé par leur voiture, d'être tout simplement bêtement écrasé, parce qu'ils avancent de 80 bornes et reculent de 60 bornes en une demi-heure, quoi. C'est la panique, c'est les klaxons, ils crient Allahu Akbar en montrant l'avion, enfin ils servent à rien. Donc à un moment donné, je me dis, c'est pas une bonne idée d'être là, et je décide de couper à travers le désert pour aller vraiment vers la ligne de front, qui est à 2 kilomètres,
en me disant personne va tirer sur un type seul dans le désert. Erreur, donc je me fais tirer dessus. Je cours vers un petit terre-plein et à un moment donné, je filme avec ce cercle, ce qu'on appelle un fisheye, et à un moment donné, j'entends des départs de missiles et je me dis ah, ça va peut-être nous arriver dessus, et j'arrive en même temps que des militaires qui se planquent aussi. Et alors j'ai un moment de doute, et en fait c'est des militaires rebelles, heureusement. Et du coup, je pose ma caméra sur mon ventre pour continuer à filmer et pour faire des photos en même temps. Et je prends mon appareil photo et sans faire exprès, je rentre dans le cadre. Et du coup, on comprend comment une photo se fait. Parce que ce que vous voyez, c'est un millième de seconde. Mais il y a un avant, un pendant, un après. Et donc, du coup, je me sers de ce film pour vous montrer comment se fait une photo, en fait. Je Voilà. le diffuse, donc ça dure 3 3 minutes. Même pas, ouais. يا طارق هنا وخر واي يا طارق طارق هاي وخر واخر كرم يا طارق ما يعطيك يا طارق هتوني يا قوت الكرم خذ الكرم خذ انت. Can I go with you? هذه فرصة فرصة من غير تو فرصة تو. En plus, ça répond à une des questions, c'est comment vous faites pour rencontrer les gens. Voilà. Là, je les connaissais pas et on voit, quand je comprends qu'ils vont se barrer parce que l'endroit est pas très sain, ma main rentre dans le champ sans faire exprès. Je dis, can I go with you? Et en fait, j'ai passé 2 mois avec eux. Ah oui. Donc voilà. En 2024, 50 photoreporters ont été tués. Est-ce que finalement, la mention 54, ouais, d'après Reporters sans Il y en a frontières. eu 120 tués à Gaza. D'accord. Donc, il faut que je révise mes Ils n'ont chiffres. pas compté les Palestiniens. Ouais, peut-être. C'est une statistique que j'avais retrouvée dans le Monde, mais bon, je vais vérifier. Ah non, Gaza, c'est plus de 100 journalistes tués. Ouais. Donc, presse sur un gilet pare-balles, c'est plus une cible qu'une protection Ça désormais. dépend de l'endroit où on est, quoi. Il y a des gouvernements, je ne citerai pas, qui visent les journalistes et les tuent. Il y en a d'autres qui respectent. En fait, c'est à la limite, en Ukraine, si je sens que je vais être fait prisonnier, je vais le mettre. Mais pendant les combats, je vais pas le mettre parce que le type en face, d'abord, il sait pas lire nos lettres. Il est russe, donc il ne lit pas nos lettres. C'est rarement les intellectuels qu'on met devant. Hein. Il est à 200 ou 300 mètres de moi, il a peur, il se fait tirer dessus, il réplique. Le geste d'un photographe, le geste d'un militaire qui tire, c'est ça. Le geste d'un photographe qui fait une photo, c'est ça. En plus.
Donc, et s'il sait lire nos lettres, ça se trouve, il déteste les journalistes. Donc, nous, on enlève tous les signes de journalistes, en Ukraine, en tout cas. De toute façon, ils voient nos appareils photo. Donc, s'ils décident de nous tuer, à Sarajevo, il y avait une prime de $1000 pour les snipers serbes pour tuer les journalistes. Surtout les photographes. Parce que voilà, la photo vaut 1000 mots et les mots sont têtus, comme dirait je ne sais pas qui. Donc, un photographe. Le fait qu'on soit visé, c'est presque une médaille. Hein, ça veut dire on est utile, donc si on a peur de nous. Mettre le mot presse, ça sert pas à grand chose. Mon fixeur, qui était un grand photographe ukrainien, qui s'appelait Max Levin, donc le fixeur, c'est quelqu'un qui vous arrange les coups. Ce sont des gens extraordinairement courageux et dont on parle pas assez. 80% des reportages ne se feraient pas sans eux. C'est le Palestinien qui va vous aider, l'Israélien qui va vous aider, l'Ukrainien qui va vous aider. Donc Max Levin, c'était un photographe ukrainien qui parlait anglais, qui avait les contacts avec l'armée, qui avait un 4x4, qui était courageux, qui m'a beaucoup aidé. Hermaner était séparé et il a été fait prisonnier par les Russes et exécuté sommairement. Il avait un gilet pare-balles avec marqué presse, il avait ses appareils photo, il avait marqué presse sur son casque. Ils l'ont fait prisonnier, ils ont enlevé le gilet pare-balles, enlevé les appareils photo, enlevé le casque, mis une balle dans la poitrine et ensuite 2 balles dans la tête au sol. Ça, c'est un crime de guerre, par contre. C'est un crime de guerre autant que sur un civil ou même on n'exécute pas un militaire. Et en plus, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc, quand tu es un journaliste, c'est un double crime de guerre. Donc voilà, le mot presse, je sais pas, sur les manifs à Paris, ça peut vous protéger d'un coup de matraque. Et encore, j'ai été blessé par un marteau pendant les Gilets jaunes aux Champs-Élysées. J'étais vraiment vexé, quoi. Blessé à Paris, putain. Enfin, donc, je sais pas trop le mot presse. Oui, c'est bien de le mettre pour montrer qui on est. Mais en même temps, on devient vite une cible, quoi. Oui, en même temps, il y a quand même des conventions. Ouais, il y a des conventions, ouais. Bah, c'est-à-dire que si vous êtes tué avec le marqué presse, vous êtes toujours mort, mais le mec est responsable de ce qu'il a fait. Je préfère être vivant et un peu irresponsable, voilà. Alors pour faire la Ça, c'est à gauche, c'est la dernière photo avant que je sois blessé au Cambodge. C'est pendant l'assaut. Le type à gauche va mourir parce que la rafale des Khmers rouges arrive sur lui. On voit bien les impacts sur la poussière. Donc lui, il va tomber et après, c'est moi. Parce qu'on était un peu à découvert là pendant l'assaut. Alors, je connaissais pas l'histoire de cette photo. Je l'ai choisie parce que C'est pas au Vietnam d'ailleurs, c'est au Cambodge. Ah, c'est au Cambodge, oui. En 74. Erreur. Je l'ai choisie parce que j'avais le sentiment qu'il y a une imprégnation peut-être du cinéma, enfin que la photo de presse imprègne le cinéma. Et je trouvais qu'elle était représentative de ça. Je l'ai mis en vis-à-vis d'une photo de plateau, je pense, que vous avez réalisée. C'est pendant le tournage du film Dien Bien Phu, qui a été tourné au Vietnam. Et c'est Schneiderfer qui réfléchit à la prochaine séquence. Bah, en fait, la fiction, c'est la continuité des reportages, hein, tout simplement. Il n'y aurait pas de journalistes ou de combattants ou de civils qui ont vécu l'histoire. Il n'y aurait pas de film. Alors c'est la continuation. C'est les comédiens font le même travail que nous. S'ils jouent bien le rôle du civil, du militaire, bah, ils font un reportage en fait. Et c'est leur talent, comme nous, qui va être utile au public. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens qui se laissent filmer et photographier. C'est que j'ai intérêt à être bon, quoi. Parce que si je suis mauvais, je les trahis. Et je vous trahis aussi, parce que si je raconte mal l'histoire, vous allez arrêter de lire l'article ou vous endormir pendant le film. Et donc, je sers à rien. Et en fait, le talent des réalisateurs... Alors, Pierre, c'est encore plus simple pour lui, parce qu'il a été journaliste de guerre. Et il a travaillé pour l'armée comme caméraman à Dien Bien Phu. Donc... moi, je trouve que c'est fantastique qu'il y ait des films qui partent d'histoires vraies. C'est sans doute romancé avec des acteurs, etc. Et alors, au contraire, ça intéresse un autre public d'une manière différente. Il y a l'exemple du film Blood Diamonds. Il y a eu pas mal de documentaires qui ont été faits sur ces diamants qui sont extraits des mines par des gens illégaux. Et l'argent de ces ventes servait à acheter des armes, donc faisait couler le sang dans les pays en Afrique. Il y a eu pas mal de documentaires là-dessus, ça n'a pas fait grand-chose. C'était des documentaires qui passaient à 11h du soir, la 25e heure,
vu par quelques gens qui s'intéressent. Et puis un jour, il y a un metteur en scène qui a vu ces documentaires et qui a décidé de faire un film de fiction avec DiCaprio. Et d'un seul coup, ça a fait un scandale et il y a eu une loi de voter à Anvers pour protéger. Donc la fiction a été utile finalement. Elle n'aurait pas eu lieu sans les documentaires, sans les témoins. Mais voilà, donc en fait, on fait le même boulot, quoi. Moi, j'aimerais bien, emmener DiCaprio en Ukraine. Je suis pas sûr que je sois d'accord, mais Sean Penn a été en Ukraine et aider des gens. Mais voilà, la fiction est essentielle parce que c'est la continuité de l'histoire. Il y avait bien les chansons de geste au Moyen-Âge. Hein. Et évidemment, ils exagéraient un peu les choses. Mais si c'est pour que les gens s'intéressent, pourquoi pas? C'est de la fiction, c'est annoncé. Alors Peut-être que ma photo de moi blessé en fiction, je ferais 1m90 avec des yeux verts. Quoi. alors, ça fait la transition avec le festival de Châlons-en-Champagne War on Screen, dont j'ai mis ici la programmation 2024. Alors, la guerre sur écran, ça ne se limite pas, Hervé Bougon, aux films de guerre. Alors, quel est le spectre, hein, finalement, des films que vous projetez à Châlons? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Effectivement, War on Screen, c'est donc un festival de films sur la guerre, comme son nom l'indique, qui est à Châlons-en-Champagne. Mais la guerre au cinéma, c'est effectivement, en tout cas, nous, c'est notre approche à War on Screen, c'est d'avoir une acception de la question du conflit et de la guerre au cinéma large. C'est-à-dire que quand on entend, et ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire sur la fiction et ce que ça suscite, souvent quand on entend film de guerre, on entend la question du genre. Et c'est vrai que les Américains ont créé un genre à part entière qu'est le film de guerre, mais qui sont des films de bataille, de militaires, etc. Il y a des grands chefs-d'œuvre, hein, Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, c'est peut-être des noms qui vous parlent. Beaucoup de films de guerre ont été produits au cinéma, dans le cinéma américain. Mais nous, War on Screen, on essaye d'élargir la focale, si je puis dire. Ce qui nous intéresse, c'est la question, évidemment, la première question, c'est la question du point de vue. Et donc, nous, on montre beaucoup de films ici, dans lesquels vous ne voyez quasiment jamais de militaires, qui ne sont pas les films qui n'appartiennent pas à cette question du genre, film de guerre américain. Des films parfois beaucoup plus poétiques, beaucoup plus oniriques, où la question, le conflit, la guerre en question est totalement relayé hors champ. Parfois, on ne voit absolument rien, on ne soupçonne vraiment pas grand-chose d'un conflit, mais c'est un conflit qui est quand même sous-jacent, soit on est aux prémices d'un conflit naissant, soit on se situe, et beaucoup de films le font, sur toutes les époques d'ailleurs, hein, qui recouvrent parce que là on a beaucoup parlé de l'Ukraine et des conflits actuels, mais enfin War on Screen, on balaye un spectre qui est très large en termes de conflits, puisqu'on remonte à la question qui se pose à nous, c'est les conflits passés, évidemment, les conflits d'aujourd'hui. Donc on peut remonter aux Vikings. Donc voilà, c'est toutes ces époques-là qui nous intéressent, tous ces conflits qui nous intéressent. Mais du coup, voilà, c'est tout ça pour dire qu'au début, c'est un festival qui a 12 ans. La perception de ce festival a été compliquée, puisque beaucoup de gens s'imaginaient qu'ils allaient voir que des films de guerre au sens film de genre, films de bataille avec des militaires, etc., ce qui est très restrictif. Et donc War on Screen, là, il y a plein d'exemples. Ce sont beaucoup de films qui sont d'abord... nous, on est absolument pas sectaire sur les formats. Il y a du film d'animation, il y a du documentaire, il y a de la fiction, on pourrait revenir sur tous ces formats. De la réalité virtuelle aussi, qui aborde les questions du conflit sous des angles différents, avec des regards très singuliers, des approches aussi qui sont plus destinées à du jeune public, et puis des films beaucoup plus difficiles, plus compliqués. Mais beaucoup de films, effectivement, où le regard est un regard d'abord sur la question humaine, parce que la guerre, c'est avant tout des hommes et des femmes et des enfants qui vivent des situations complexes. C'est pas que des obus qui tombent sur des maisons. Donc la dimension humaine est extrêmement forte, et là il y a plein d'exemples. Alors je sais pas si on peut... On peut voir un extrait. mais nous, ce qui nous intéresse à War on Screen, c'est parce que la question du cinéma et de la guerre, c'est plein de choses. C'est évidemment la vocation de documenter. Est-ce que justement certains films permettent de revenir sur des conflits qui ne sont pas photographiés? Bon, Alors, on peut penser à la guerre d'Algérie à l'époque, mais ça peut être aussi le Rwanda, ça peut être tout le à fait. Yémen. Une des vocations de War on Screen, il n'y a pas beaucoup de festivals comme War on Screen, hein,
Il y a beaucoup de films qu'on voit sur des conflits qui sont connus, qui sont traités tous les jours dans les médias, l'Ukraine, le conflit, les conflits au Moyen-Orient, etc. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a une production qui est assez riche. Mais effectivement, la vocation de War on Screen, c'est aussi d'aller chercher des films qui documentent, qui nous montrent, qui nous sensibilisent sur des conflits qui sont très très peu, voire jamais montrés, traités dans les médias parce qu'ils sont pas spectaculaires, parce qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Je pense au Soudan, par exemple, Patrick, tu t'en parlerais sans doute très bien, mais des conflits dont on parle jamais. Et il y a quand même des cinéastes, alors les productions sur ces conflits-là, en l'occurrence, sont pas très importantes, mais nous, on se fait un peu le devoir. Alors évidemment, il y a une question qualitative, des questions de point de vue, mais en tout cas, on essaye d'aller chercher chaque année des films, documentaires ou fiction, peu importe, encore une fois, qui traitent de conflits dont on parle pas. Justement, pardon. D'aujourd'hui et d'hier, hein, parce qu'il y a plein, ou des conflits, ou en tout cas des guerres civiles, ou des faits de guerre qui ont été très très peu relayés, dont on a assez peu souvent connaissance, à part des spécialistes. Et ça, c'est important aussi de confronter le public, le jeune public, mais pas que, tout le public, à ces événements. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est effectivement très important dans le cadre de notre travail à War on Screen et de moi de programmateur, c'est la question du point de vue, parce qu'il y a une production qui est très importante. Hein. Chaque année, moi je vois beaucoup de films sur la guerre. Mais évidemment, il y a à boire et à manger là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question de savoir quel est le point de vue. Le point de vue, c'est qui regarde, qu'est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on regarde. Et nous, quand on fait ces choix de films, à chaque fois, on se pose ces questions-là, au-delà de la question de qu'est-ce que ça raconte, quel conflit ça couvre, si je puis dire, quel fait de guerre ça nous décrit. C'est la question du point de vue, c'est-à-dire la question du regard et de la qualité du film, si vous voulez, que ce soit encore une fois un documentaire ou une fiction. Quelle approche a le cinéaste, comment est-ce qu'il regarde un fait de guerre ou ses héros dans le cadre d'une fiction. Donc tout ça, c'est extrêmement important et donc c'est un travail qui est assez long de programmation pour mettre de côté, réfléchir, discuter. On est parfois plusieurs, on n'est pas d'accord sur des films. Mais c'est ça qui est passionnant dans ce travail-là, c'est d'essayer de proposer au public un choix qui n'est absolument pas exhaustif, qui couvre encore une fois plusieurs périodes, plusieurs des événements qui sont peu traités dans les médias. Et puis, parce que le cinéma, c'est une fabrique du regard, c'est un moyen qui est formidable pour toucher un public large, pour raconter la guerre, pour essayer d'expliquer la guerre, pour sensibiliser le jeune public aussi à cette question des conflits. Et puis la question, effectivement, du cinéma qui s'interpose entre le public et ces conflits-là pour essayer de réfléchir à... C'est pas anodin de filmer la guerre, que ce soit une fiction ou un documentaire. Donc il y a plein de questions éthiques qui se posent. On peut pas raconter n'importe quoi, on peut pas le faire n'importe comment. Il y en a malheureusement qui parfois ratent, font pas bien les choses, ont un regard qui est contestable, une approche qui est contestable. Et donc nous, notre travail à War on Screen, c'est d'essayer de faire ce tri-là. Alors finalement, tout ça, c'est subjectif. On peut discuter des heures et des heures sur plein de films. La zone d'intérêt, par exemple, de Jonathan Glazer, que peut-être vu sur cette famille. C'était le film d'ouverture l'année dernière. Ok, bon, ça c'est un film qui pourrait susciter des débats interminables. Mais en tout cas, voilà, cette question du point de vue, du regard que posent ces cinéastes-là, ça c'est ce qui nous interroge chaque année, au-delà de la masse, de la quantité de films qu'on peut voir, parce qu'il faut faire le tri. On parlait de... Si je peux intervenir, oui, on a la même démarche au Festival international du film politique. On reçoit énormément de films et assez logiquement, on reçoit une grosse production sur les thématiques actuelles. Effectivement, on pourrait faire un festival international du film politique sur l'Ukraine. On pourrait faire le même sur la Palestine chaque année, puisqu'on reçoit peut-être 10 ou 15 films sur ces choses-là. Et effectivement, on a des conflits qui sont complètement oubliés et nous, on essaie de mettre en avant justement des films. Alors, effectivement, on a le même problème que vous. On a cette notion de qualité qui est importante. Mais aujourd'hui, par exemple, on a décidé de mettre à la programmation Soudan Remember Us, qui sera diffusé demain et dimanche, et qui traite effectivement du Soudan. Qui est quand même le plus grand, la plus grande crise humanitaire à l'heure actuelle dans le monde. C'est ni l'Ukraine ni la Palestine qui sont. Il y a quand même 12 millions et demi de déplacés au Soudan aujourd'hui.
Mais voilà, donc nous on est confronté à ce même problème-là, c'est-à-dire qu'il y a une inflation, une surproduction de certaines thématiques, hein, et il faut quand même essayer de s'extraire de ça pour proposer au public d'autres axes de réflexion. Voilà. Alors pourquoi finalement pourquoi le Soudan est un conflit oublié entre guillemets? Est-ce que il y a peu de photographes qui peuvent se rendre sur place? Est-ce que au contraire il y a des photographes mais leurs images sont moins diffusées? Bah, d'abord, le Soudan, l'accès est très compliqué. Hein, vous avez affaire à une lutte, pour une partie du conflit au Soudan, entre deux généraux qui se battent pour le pouvoir et qui massacrent la population qui est prise entre deux feux. Ce sont des gens qui nous aiment pas, donc c'est compliqué d'y aller. Vous risquez de vous retrouver. Quelques photographes ont essayé, ils sont revenus avec leur passeport comme cache-sexe. Il restait plus rien, quoi. Ils se sont fait dépouiller, arrêter, tabasser. Donc du coup, il y a moins de volontaires pour y aller. Ça n'intéresse pas forcément, effectivement, la grande presse. Comme vous dites, il n'y a pas des enjeux pour nous comme l'Ukraine. Après, on essaye. Hein, Édouard Elias a fait un sujet sur le Sud-Soudan, qui est un excellent photographe. Il est parti 3 mois, mais voilà, il a dépensé tout son fric, ça n'a intéressé strictement personne. Ça passe éventuellement dans un festival ou quelquefois. Alors lui, c'est un très bon photographe aussi, un style Natchway. Donc il arrive à gagner un peu de fric parce qu'il est passé du papier au mur, c'est-à-dire que il est dans les galeries et les collectionneurs achètent ses photos. Il finance donc les reportages à travers des photos artistiques. Donc voilà, c'est un autre moyen de financer les reportages. Après, moi, j'avais fait un documentaire et des photos sur la guerre au Suriname à l'époque. Tout le monde s'en foutait. C'est une rébellion qui a eu lieu dans une ancienne colonie néerlandaise en face de Cayenne, enfin de Saint-Jean-du-Maroni, de la Guyane française. Bon, c'est pourtant une guérilla qui a duré plusieurs années. Bon, je suis parti, moi j'habitais à Miami à l'époque, donc j'y suis allé 3 fois. Finalement, Newsweek a fait un reportage et puis j'ai fait un documentaire qui a été vu par personne à minuit. Mais au moins ça existe. J'ai été 10 fois au sud de la Thaïlande, où il y a la partie très étroite au sud de la Thaïlande qui était un ancien sultanat qui a été annexé au début du siècle dernier par les Thaïlandais pour se protéger de l'avancée anglaise en Birmanie et en Malaisie. Donc c'était une espèce de buffer zone qu'ils avaient créé. Et depuis plus de 10 ans, les musulmans, parce que c'est un sultanat, réclament l'indépendance et tuent tout ce qui représente le gouvernement, c'est-à-dire les profs, les bonzes, parce que c'est pas la bonne religion pour eux, les militaires, les policiers, etc. Il y a au moins une bombe par jour. Il y a 10 000 soldats thaïlandais qui se battent à 3 heures de route de Phuket. Et évidemment, le gouvernement thaïlandais, le syndicat du tourisme n'a pas du tout envie de faire de la pub là-dessus. Parce que voilà, les gens qui font du ski nautique et qui courent après les filles dans les bars à Phuket n'iraient pas là s'ils savaient qu'il y avait des combats en plus avec des musulmans qui sont contre l'alcool et veulent voiler les femmes dans la région. Donc c'est une guerre qui est peu connue, mais j'y suis allé plein de fois. J'ai jamais réussi à vendre le sujet en photo. J'ai proposé à Thelma et Louise, qui avait l'émission Envoyé spécial, c'est Guylaine Chenu et François Joly. Moi, je l'ai surnommé Thelma et Louise, mais donc je leur ai proposé plusieurs fois le sujet, elles m'ont dit non. Et un jour, elles m'ont appelé, ça devait être au mois de mai, en disant Patrick, finalement, ton sujet sur les combats au sud de la Thaïlande, ça pourrait être un bon sujet vacances. Donc là, j'ai cru que j'allais les assassiner. Et en fait, elles m'ont expliqué, la télé française a besoin de français dans les sujets. Sans ça, les gens s'intéressent pas. Donc elle m'a dit, si tu pouvais faire des vacanciers français à Phuket, la première partie du film, et ensuite on basculerait sur le conflit 3 heures. Donc j'ai réfléchi en disant, au moins il passera, quoi. Donc je me suis retrouvé au Novotel à essayer de me dire, donc j'étais accueilli parce que le Novotel a un accord avec France 2. Donc il faut aller filmer un peu le Novotel, quoi. Et donc je me suis retrouvé avec un peignoir idiot au bord de la piscine
à essayer de réfléchir comment j'allais rencontrer les Français. Le premier matin, en allant au petit déjeuner, j'entends tu tires ou tu pointes. Et je me suis dit, il tourne un film de Pagnol, là. Et en fait, il y avait 3 flics français en string en train de jouer aux boules. Avec 2 putes. C'était le début du film, en fait. Et donc voilà, je les ai avec leurs petites copines en moule bite fluo, en train de jouer aux boules. Et je les ai dans les bars après. Et à un moment donné, je filmais une fille qui dansait en mini-short camouflé autour d'une barre. Et c'est des bars ouverts, en fait. Et en fait, entre ses cuisses, je vois des musulmans qui passent dans la rue. Une femme voilée, un type... je me dis, non, là, il faut que j'arrête la Suze. Et en fait, je fais un zoom avant entre les cuisses de la fille sur cette famille de musulmans. Et ensuite, je sors du bar et je vais les voir. Et ils étaient réels. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, c'est notre pays, on est aussi musulmans ici. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et là, le type part en vrille en me parlant de la charia, que c'est un scandale, qu'il faut fermer tous ces bars, etc. Et après, on bascule sur la partie combat. Donc, mais il a fallu que ce soit un sujet vacances et qu'il y ait les 3 flics à poil qui jouent aux boules pour que la télé soit intéressée par le sujet. Et des guerres comme ça, oui, il y en a. Le Yémen, on peut pas y aller. Là aussi, c'est un drame épouvantable. On peut aller avec une ONG, mais bon, une fois qu'on a fait les enfants qu'on soigne, on n'est pas dans le cœur du sujet quand même. Donc, c'est des pays, malheureusement, où on n'est pas les bienvenus, c'est compliqué d'y aller, enfin voilà. Donc heureusement, les festivals comblent les trous de la raquette, en quelque sorte. Donc La fiction, on va pouvoir Et parler la de fiction, ces voilà, sujets-là. exactement. Donc je mets à l'écran le palmarès 2024 de War on Screen, avec, comme on le voit, un film qui traite de la Somalie, je crois, le Grand Prix. Tout à fait, un film qui se passe en Somalie, au bord en bord de mer, et qui raconte l'histoire c'est une histoire de résilience en fait, l'histoire d'une famille euh, qui essaye de tant bien que mal, parce que dans une Somalie qui est en proie depuis très longtemps à des guerres civiles. Et donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est un film où, à part le tout début, les 2 premières minutes, sinon on ne voit jamais la guerre. Il n'en est pas question quelque part, mais elle est hors champ en permanence, on y pense, parce que c'est aussi la guerre a un impact sur leur quotidien, mais il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de bombardement, encore une fois, mais ce qui est assez fascinant, ce qui est très beau dans ce film, c'est que c'est un film qui prend son temps et qui raconte le quotidien de cette famille, malgré les difficultés qu'essaye de s'en sortir, les relations entre différents personnages, dans un village balayé par le vent, donc il y a une dimension esthétique aussi qui est très, très forte, très symbolique. La mer aussi, qui peut être quelque part une espèce d'horizon, mais en même temps qui est complètement bouché, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de rester là et de vivre pauvrement. Et donc le film raconte ça, donc raconter les conflits, c'est aussi raconter les conflits à travers la petite histoire, c'est pas forcément toujours la grande histoire, ou parfois beaucoup de films où la petite histoire rencontre la grande histoire, mais là c'est vraiment un film qui se concentre sur ces quelques personnages et qui raconte beaucoup plus de choses peut-être qu'un film qui aurait montré ou essayé de décrire, de reproduire un conflit, une guerre civile en Somalie. C'est un film assez fort. Alors Intercepté, on peut s'arrêter un petit peu. Je crois qu'il y a un petit. Je voudrais vous montrer la bande-annonce de ce film. Je sais pas qui a. Est-ce que ça vous parle ce mot, ce film Intercepté? Bon. Donc Alors on va regarder la bande-annonce. Récompensé de 2 prix. Ouais, de 2 prix à Chalon, effectivement. C'est un film assez incroyable, on va revenir sur la question de l'Ukraine. On va regarder la bande-annonce et après je vous dis 2-3 mots sur ce film, qui pour moi dit beaucoup de choses sur mon métier, sur... На то место, в которое мы приедем, там гражданских много ходит. Нам дали приказ убивать каждого, кого видеть. Алло, Лелечка, привет. привет. Страшно вам там, да? Конечно. Бабушка, Ленечка, ну я так переживаю за тебя, ну прошу тебя. А то еще где-то занавес такой, где в доме можно и поспать, что ли, да, нормально, на кровати? Ну да, по чуть-чуть-то можно.
возвращай скорее домой. Обязательно. Тут уже с утра там поймали наркотиков. Сука, блядь, они везде, конечно, там. Шлепнули их. Я тебе говорю, людей потребляемо. Ну, ты уверен, что это люди? Это не люди. Понимаешь, непонятно, чем мы там освобождаем. Да? Короче, да, хуй его знает, ты что. За идею война. За какую, блядь? За чью? Ну, просто вот это. Alors, c'est un documentaire qui est passionnant et bouleversant à plus d'un titre. C'est pour ça que je voulais vous en dire 2-3 mots. C'est donc un documentaire qui date de 2024, qui est tout récent, qui est disponible sur Arte, je crois encore. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Et pourquoi il est passionnant? Il a été réalisé par Oksana Karpovic, qui a donc couvert un peu le conflit en Ukraine. Et il se trouve que, mais c'est un peu dit déjà dans la bande-annonce, les services secrets ukrainiens ont intercepté, au début du conflit notamment, des conversations de soldats russes avec leur mère. Et Oksana Karpovic, elle a décidé d'en faire un film, c'est-à-dire que sur la base de ce matériau assez incroyable, eh bien, elle a construit ce film, c'est-à-dire qu'elle plaque, donc vous l'avez compris, ces discussions, ces échanges téléphoniques. Il n'y a que des mères au téléphone avec leurs enfants, soldats, et elle les a plaqués sur des images de l'Ukraine aujourd'hui détruite. Donc le film parle à la fois de ceux qui détruisent et de ceux qui sont détruits au quotidien et qui essayent de s'en sortir face à l'avancée russe. Le film, il est incroyable parce que, et ça rejoint un peu tout ce qu'on raconte sur la nécessité du cinéma et de montrer ce type de film. Parce que, d'abord, c'est un film qui documente ce qui est en train de se passer depuis quelques années en Ukraine. C'est un film qui le documente de façon d'autant plus puissamment, si je puis dire, parce qu'il y a ce matériau incroyable qu'elle a réussi à récupérer et dont elle nous partage un certain nombre d'extraits, puisque je ne rentre pas trop dans les détails, mais elle a eu accès à des heures et des heures de conversation. Il a fallu faire un travail très compliqué, très complexe avec sa monteuse de sélection de ces morceaux de conversation. Elle en a mis de côté, beaucoup, pour différentes raisons. Donc ça documente tout ça, dans un conflit qui est... Enfin, je veux dire, ce qui se passe là, c'est actuel, c'est aujourd'hui, hein, c'est demain. C'est un film qui est aussi fascinant parce que il pose la question, et je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, la question du point de vue, la question du regard et la question du cinéma finalement. Et ce film, il est formidable parce qu'il, d'une certaine manière, il montre à quel point, y compris dans le documentaire, on est capable de renouveler la forme, de se poser des nouvelles questions sur comment raconter un conflit, d'une autre manière peut-être, avec un nouveau matériau. La question du son est très forte ici, et des choix. Donc c'est un film qui pose cette question du cinéma. À quoi ça sert le cinéma et comment est-ce qu'on peut renouveler un regard, un point de vue sur un conflit actuel. C'est un film aussi bouleversant parce que, et ça c'est très très rare au cinéma, et tu me contredis si je me trompe, mais c'est un des très rares films qui nous montre en même temps, simultanément, deux points de vue, les deux camps. Et ça c'est quasiment unique au cinéma, et pour ça c'est un document qui est extrêmement fort. On a les conversations de ces soldats russes avec ses mères. Je vous invite à regarder ce film parce que les conversations racontent beaucoup de l'état du conflit, de l'état de ces soldats. Il y a des conversations qui sont assez pénibles, assez difficiles, mais en même temps qui sont, voilà, c'est la réalité du conflit actuel, dont parlait Patrick tout à l'heure. Il montre l'effet de la propagande aussi. Exactement, il montre l'effet de la propagande, parce que ça, c'est plein de sujets dont on pourrait parler. La question de la fascination de la guerre, la question de l'utilisation du cinéma à des fins de propagande. Donc, il y a le film est aussi traversé par ces questions-là. Et puis peut-être dernière chose qui me semble aussi, et moi c'est un film qui me bouleverse à chaque fois que je le vois, c'est aussi un film qui pose la question de où est la limite entre l'humanité et l'inhumanité. C'est à travers notamment ces conversations et ces jeunes soldats qui parlent. Et ce film pose la question du cinéma de guerre en général et de la présence de ces soldats que tu côtoies toi au quotidien. Et pourquoi est-ce que ces soldats russes
et ukrainiens aussi, à un moment donné, à 18 ans, 19 ans, dans le cadre d'un conflit, d'une mécanique infernale, sont capables de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumanité. Ça nous touche tous, puisqu'on est tous concernés, on pourrait tous demain partir à un conflit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans l'horreur? Et ce film interroge aussi cette question-là, ce point qui est extrêmement important. Toi, j'imagine que tu as vu beaucoup de soldats qui ont... En fait, c'est pas eux qui deviennent déshumains, c'est on déshumanise l'ennemi. Mais le Donc, film parle on bien. peut tout faire. Moi, j'avais trouvé une lettre sur un soldat russe mort en Tchétchénie, où il disait à sa mère, justement, ce matin, j'ai tué 3 singes. Et il parlait des Tchétchènes. Donc, il pouvait les tuer parce que pour lui, c'était des singes. S'il avait compris que ce type avait une mère comme lui, ça aurait été différent. Et sur un mur brûlé, il y a un soldat russe qui, avec sa baïonnette, a écrit quelque chose. Alors, je comprenais pas, j'avais fait la photo parce que ça ressortait en blanc, parce que le mur était brûlé, donc avec la baïonnette, et j'ai fait traduire à Paris. Il y avait marqué « Mon Dieu, pardonne-nous pour ce que nous avons fait, et surtout pardonne-nous pour ce que nous allons faire. » Et voilà, et dans l'escalier, il y avait le corps d'une femme morte. Donc voilà, à partir du moment où on déshumanise l'ennemi, on peut tout faire. C'est un nazi, c'est un singe, etc. Donc à ce moment-là, on peut le tuer sans problème. C'est terrible ces guerres, parce qu'en fait, je sais plus qui a dit ça, mais ce sont des gens qui se connaissent très bien, qui se sont vus, qui ont parlé, qui ont déjeuné ensemble, Poutine, Biden, qui obligent des gens qui ne se sont jamais parlé à s'entretuer. C'est débile, c'est un non-sens. Mais c'est parce qu'ils se sont jamais parlé, justement, qu'ils s'entretuent. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a en sélection cette année un film ukrainien, justement, où la première partie du film est montée exactement de la même façon. Les premières heures de l'invasion, en février 2022, sont racontées par le biais des enregistrements des appels d'urgence. On a des gens qui disent il y a une explosion aux côtés de chez moi, c'est quoi? C'est le gaz, c'est une voiture. Ils comprennent pas au début. C'est très très étonnant. Il y a les 10 premières minutes sont montées à partir de ces appels complètement désespérés de gens qui disent je comprends pas. Il y a des éclairs. Et on avait eu il y a 2 ans sur le travail sur le son, ce que tu disais est extrêmement intéressant parce que c'est un nouveau matériau qu'on découvre et je trouve qu'il y a une fantastique production. On a régulièrement, tous les ans ou tous les ans, 1 ou 2 documents un ou 2 films qui sont dans le matériau principal et le son. On avait eu il y a 2 ans un documentaire polonais où en fait les services secrets polonais enregistraient tout, y compris leurs dirigeants. Et on a un film qui est monté sur la montée en puissance de Solidarnosc uniquement par les enregistrements des services secrets et du gouvernement qui essaient de museler la montée de Solidarnosc. C'est un film fantastique qui est avec c'est de l'animation en fait. Le son est monté sur de la motion capture en fait. C'est génial. Voilà. Alors, Hervé Bougon, vous devez nous quitter dans un quart d'heure, je crois. Donc, ouais. Donc, soit on peut laisser la place à quelques échanges avec le public, soit peut-être visionner un des films, ou les deux d'ailleurs, on a encore un peu le temps. Sur la question du point de vue, est-ce qu'on peut montrer peut-être, mais alors là on va changer complètement de contexte, les damnés, pour montrer à quel point le cinéma est capable de... Alors on va regarder la bande-annonce de ce film, vous allez voir. Je vais dire un petit mot rapide après. This land has it all. Think it'd be a great life, raise a family. I'm looking forward to that day. We're running low on rations. Well, don't waste it here. Our troops are down in New Mexico. It's going to take them at least 2 weeks to get up here. 2 weeks. How old are you? 16.
Shot one before? Yeah. What have you shot? Rabbits. We need to hold the line. Our guys will catch up with us. Hear the robin? My aunt used to say when you hear a robin, everything's going to be okay. And that first time when I had a chance to shoot, it was like I was just standing back watching myself when my gun went off. Like it just happened. Voilà, c'est un film passionnant. Alors là, on est dans un contexte qui est radicalement différent. On revient sur l'histoire passée américaine, la guerre de sécession. Et pourquoi cette bande-annonce et pourquoi je trouve ce film intéressant et passionnant. Deux choses, c'est que je ne sais pas si vous êtes habitué des westerns, notamment ce genre américain qui revient sur la conquête de l'Ouest, sur les mythes fondateurs de l'Amérique, etc. Mais souvent, il y a, malgré la qualité impressionnante de beaucoup de ces films-là, des grands chefs-d'œuvre du cinéma américain, il y a quand même il y a toute une mythologie qui a été créée autour de ce cinéma sur la conquête de l'Ouest, sur les mythes fondateurs de l'Amérique, sur le Grand Ouest, sur la question indienne, etc., etc. Bref, sur la fondation, la naissance de ce pays. Et ce film, il est intéressant parce que c'est quelque part un anti-western dans le sens où c'est un film qui va... Roberto Minervini, c'est un cinéaste italien qui vit aux États-Unis, qui connaît assez bien les États-Unis, qui a choisi... C'est quand même difficile quand on n'est pas américain de faire un western, déjà, ça peut être risqué, puisque c'est un genre vraiment typiquement américain, à deux exceptions près. Et Roberto Minervini décide de casser un peu tous ces codes-là, de démystifier totalement ce cinéma, cette approche-là, ce regard, avec un film qui est beaucoup plus... qui est une espèce de western mental, sur ces quelques soldats qui sont envoyés sur ces fronts pionniers à l'ouest pour essayer d'ouvrir un peu, je dirais, le pays. Et ce film est anti-spectaculaire, va contre cette idée d'une forme d'héroïsation ou d'héroïsme qui est très présent dans une grande partie de ce cinéma américain que moi, dont je suis fasciné, mais dont on peut aussi avoir cette lecture-là. Bref, il casse tous ces codes-là. C'est un film beaucoup plus proche des gens, de ces soldats-là, qui s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'ils sont là. Souvent, dans beaucoup de films américains, le héros ou les héros partent en mission. Ils ne se posent pas trop de questions sur leur mission. Ils accomplissent leur mission parce qu'on leur a demandé d'accomplir cette mission, ce qui, encore une fois, a produit des films absolument incroyables. Mais Roberto Minervini pose cette question-là à travers ces personnages qui, eux, sont dans le doute, qui, eux, se posent la question de pourquoi est-ce qu'on nous envoie là, qu'est-ce qu'on fait là, à quoi ça sert la guerre. Pourquoi l'ennemi, quel est cet ennemi, invisible d'ailleurs dans quasiment tout le film, et c'est très intéressant. Il filme ces personnages de façon très très belle. Il les inscrit dans le paysage aussi, parce que le paysage en cinéma américain c'est très important, notamment dans les films de guerre américains et le western. Bref, il y a plein de... Ce film repose la question, ou renouvelle en tout cas un regard sur cette question de la guerre de sécession. Et puis pourquoi je voulais vous le montrer, parce que c'est un film aussi, Roberto Minervini en parle un peu dans ses interviews. Il a réalisé ce film qui parle d'un conflit qui est quand même assez lointain maintenant, mais qui pose pas mal de questions sur les États-Unis aujourd'hui, sur les rapports entre les Américains. Certains parlent peut-être aux prémices d'une guerre civile, et la guerre de sécession, c'est une guerre civile. Donc voilà, le film est traversé par pas mal de sujets, de thèmes qui sont intéressants, à la fois sur la question du cinéma, pourquoi on fait des films et pourquoi on raconte ces histoires-là, et puis sur peut-être aussi une actualité, parce que c'est des films qui ont encore une fois, qui font écho à des choses qui se passent, notamment en l'occurrence aux États-Unis. J'ai une question peut-être pour lancer l'échange avec le public, une question pour tous les deux. Comment se fait une sélection parmi tous les sujets que vous visionnez? Alors, dans le cas des documentaires en particulier, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai envie de voir ce film sur un grand écran? Voilà, parce que on est quand même un festival de cinéma et on reçoit beaucoup de films qui sont formatés pour la télévision, on le voit de suite, hein, et on fait le choix, même s'il y en a certains qui sont extrêmement intéressants, de ne pas les écarter, sauf très rares exceptions. Il y en a quelques-unes chaque année, mais voilà, il y a cet aspect artistique. Malgré tout, on vient voir du cinéma. Première chose.
Et ça c'est le point le plus. Je sais pas si tu partages ça avec moi. Oui, nous, effectivement, là, c'est pour ça que je voulais vous montrer Intercepté, c'est que ce film, c'est un film de cinéma. On n'est pas dans un documentaire classique, didactique, explicatif, qu'on voit beaucoup, format un peu documentaire télé, ce qui ne veut pas dire que les documentaires télé sont pas bien intéressants, mais je dirais qu'ils sont effectivement, ils rentrent dans une certaine case. Là, c'est autre chose, et du coup, le choix qu'on fait, c'est aussi cette question du regard, du point de vue, j'y reviens toujours. Après, la sélection, elle est sur, nous, en l'occurrence, pour War on Screen, sur la diversité. Ça, c'est hyper important pour nous, la diversité des conflits traités. Encore une fois, aller vers des conflits qui ne sont pas forcément connus, traités, relayés par les médias, parce que on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit à une époque, et nous, on fait beaucoup de choses pour le jeune public, où il y a une profusion d'images. On est envahi par les images qu'on n'arrive plus à décrypter parce que ça va tellement vite. Et la question du temps, je trouve, est extrêmement importante à travers un festival comme War on Screen ou comme le vôtre, la question de la sélection rigoureuse qu'on essaye de faire à notre petit niveau. La question du temps, elle est importante parce que à quoi ça sert finalement de montrer ces films et pourquoi il faut confronter les publics à ces films-là? C'est parce que ces films, ils nous apportent la distance, en tout cas une distance nécessaire que ne proposent pas les images télévisuelles, les images sur les réseaux sociaux, qui défilent à une vitesse telle qu'on n'a plus le temps de les regarder. La question de regarder et voir, c'est pas la même chose. Il faut apprendre aux gens, et notre vocation, c'est aussi celle-ci, c'est une forme d'éducation du regard, finalement, apprendre à voir des films, parce que regarder un film, c'est bien, mais le voir, c'est autre chose. Et donc, notre vocation, c'est d'essayer de confronter ces gens à ces films-là, ces publics à ces films-là, avoir cette distance nécessaire qui va nous permettre de mieux décrypter, de mieux comprendre l'actualité pour les conflits actuels, ou ici pour essayer de peut-être proposer une nouvelle lecture d'un conflit. Donc c'est tous ces sujets, toutes ces questions qui nous intéressent, mais la première chose, et puis d'échanger, parce qu'un festival, c'est montrer des films, mais c'est aussi permettre à des réalisateurs, des réalisatrices, des monteurs, etc., de venir parler au public et d'échanger sur pourquoi c'est important de faire des films, comment est-ce qu'on fabrique des films, la question du montage et du travail sur le choix des documents, du matériau sonore dont je parlais tout à l'heure pour Intercepter, c'est évidemment important, primordial pour la qualité d'un film comme celui-ci. Donc il y a toutes ces questions qui sont traversées et qui nous permettent encore une fois, et c'est quand même hyper important aujourd'hui, de prendre ce temps-là de la réflexion, de prendre le temps de regarder un film parfois de 2 heures, 2h30, 3 heures, pour mieux appréhender. Et puis ensuite, l'éducation à l'image, c'est important parce que c'est aussi l'occasion pour notamment les élèves d'échanger avec leurs enseignants pour creuser un peu plus et aller un peu plus profondément dans le film et de ce que ça raconte. C'est l'intérêt de la salle obscure, c'est-à-dire qu'on est enfermé 1h30, 2 heures, 2h30 dans un endroit où on n'a pas le téléphone, on est avec les autres, on vit. Et c'est très très étonnant parce que nous, pendant la sélection, les films, on les regarde, c'est du streaming, hein, on reçoit des liens, on les regarde et on s'aperçoit parfois qu'un film qu'on a aimé pendant la sélection, quand on le voit sur le grand écran, c'est un choc, c'est fantastique. Il y a des films qui ne peuvent être vus qu'au cinéma. On parlait par exemple de la zone d'intérêt. Ce film, je pense, ne peut être vu qu'au cinéma. On en parlait hier encore avec certaines personnes. C'est un film qui, je pense, sur un écran de télévision et sans un système de son extrêmement performant, n'a aucun impact. Voilà, c'est le cinéma. Et pour juste boucler sur la question que tu posais, sur comment est-ce qu'on programme, etc., il y a, je ne sais pas comment vous fonctionnez vous exactement, mais nous, on va sur les grands festivals, sur les marchés des films à Cannes, à Berlin, etc., pour aller à la rencontre, si je puis dire, des films, où on peut, pendant une semaine, voir beaucoup de films. Donc on va sur ces grands festivals pour emmagasiner, si je puis dire, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, se confronter à plein de propositions, parce que pour faire une sélection de 10 films, en l'occurrence, la compétition à War on Screen, il faut en voir 100, 110. Donc il veut voir beaucoup de films. 250 et 300, non. Voilà, on est entre 250 et 300. Ouais, alors là, je parle que de la sélection de la compétition internationale. Hein. Oui, court-métrage, nous, 120 films à peu près. Voilà. Après, les courts-métrages, c'est à peu près 200 ou 300 qui sont vus. Et puis ensuite, il y a tous les focus thématiques à War on Screen, donc ça fait beaucoup de films à voir. Mais c'est important, c'est nécessaire en fait. C'est un travail de 6 mois, d'une année. C'est un travail de 8 mois. Ok. Ouais. Et on va dire c'est un travail. Nous on est entre 250 et 300 films cette année.
sur le comité de sélection entre les fictions et les documentaires. Et c'est un travail collaboratif, puisqu'en fait, on a un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour. Enfin, c'est très, très... En fait, on se fait confiance au début, puisque quelqu'un qui voit un film et qui lui plaît pas, les autres lui font confiance et ce film-là est éliminé. Mais s'il y a quelqu'un qui aime bien un film, on le propose à une deuxième personne qui le voit. Et puis, si les deux sont d'accord, ils passent à l'étape supérieure. Et si les deux sont pas d'accord, il y a un troisième qui le voit. Donc, très vite, ça s'accumule parce que Un travail collégial. Ouais. on commence à 60 films et puis très vite on en a 80, 90 et puis après on réduit et puis ça de nouveau ça augmente parce qu'il y a les questions de distribution aussi. Il y a des gens qui attendent de nous proposer les films parce qu'ils n'ont pas sélectionné dans d'autres festivals. C'est très très fluctuant. Le film que vous avez vu hier soir, pour ceux qui étaient à la cérémonie d'ouverture, il y a 15 jours, on ne le connaissait pas. Voilà. Et pourtant, c'est un film qui est fantastique. Enfin, tout le monde a été bluffé par ce film hier soir. Il a surgi au dernier moment. Il a surgi au dernier moment, ouais. Okay. Et pourtant, voilà. Alors, y a-t-il des questions dans la salle pour nos invités? Ah oui, Mathieu, il faudrait faire circuler le... Je sais pas si... Merci. 57. Il y a encore 5 minutes. Donc, bonjour. Ma question s'adressera à Monsieur Chauvel. Comment cette carrière a-t-elle changé votre vision de l'humanité ou de la guerre? En fait, ça n'a pas du tout changé ma vision de l'humanité, parce qu'au départ, j'en avais pas. J'avais 18 ans, donc j'étais open. Et en fait, la guerre est un révélateur aussi des gens. À la guerre, il n'y a pas de faux semblants. En tout cas, je parle sur le terrain. Un salaud est un salaud, un menteur est un menteur. Dans la vie, on va dire civile, dans le monde de la paix, l'autre monde, comme on dit quand on est sur le terrain, il y a des salauds qui paraissent sympathiques parce qu'ils ont un bon costard, parce qu'ils ont un bon job. À la guerre, ça marche pas. Donc la guerre, c'est aussi un révélateur des choses formidables comme des choses horribles. Et il y a des actes de sacrifice, de courage extraordinaires à la guerre, comme il y a des actes cruels. Donc c'est l'humanité à son top et à son pire. Donc ça n'a rien changé pour moi. Au contraire, je suis plus au fait de la contradiction de l'être humain. Et ça m'intéresse. Et donc du coup, dans le monde de la paix, l'autre monde, j'essaye de voir qui sont vraiment les gens, puisque dans le monde de la paix, ils ont plein de moyens de dissimuler leur vrai caractère. À la guerre, c'est beaucoup plus simple. Les amitiés se font très vite, les ennemis se font très vite, et surtout les conséquences des actes sont immédiats. Donc ça n'a rien changé, puisqu'encore une fois, ça a été mon école de vie, moi. D'accord. Mais je suis pas du tout pessimiste, hein. Je pense que voilà, la guerre c'est l'état naturel de l'homme et que il faut essayer de la connaître le mieux possible pour pouvoir la gérer, mais on l'arrêtera pas. La guerre a défait les frontières, a changé les rois, a monté le frère contre le frère, a opposé les familles, les religions. Elle se défie de nous passer d'elle. Elle est là depuis toujours. Il y a un homme qui a voulu faire une université de la guerre, il avait appelé ça l'université de la polémologie. Il a écrit un livre là-dessus qui s'appelait Gaston Boutoul. C'est après la Première Guerre mondiale. Il a dit on étudie la philosophie, les mathématiques, mais on n'étudie pas le phénomène le plus important de l'humanité qui est la guerre. Alors si on veut l'arrêter ou la comprendre, il faut l'étudier. Donc il a voulu créer cette université de la guerre. Ça n'a pas marché visiblement parce qu'il n'y en a pas. Mais il reste le livre qui s'appelle La polémologie, qui est extraordinaire, et il me remonte à des milliers d'années. C'est la paix qui est pas naturelle chez l'homme. Et la paix, c'est un travail, c'est une éducation, c'est un civisme, c'est une justice, c'est une police, c'est l'éducation. Mais vous mettez un biberon et 2 bébés, il y en a un qui a un œil au beurre noir et l'autre il a bu le biberon, quoi. C'est naturel. Oui, et puis il faut rappeler aussi quand même que ça c'est une donnée, c'est que le cinéma, la guerre fascine. Et ce pouvoir de fascination qu'a la guerre, pourquoi il y a autant de films qui ont été produits sur la guerre, pas qu'aux États-Unis, hein, mais pourquoi cette production, c'est peut-être un des genres les plus
les plus riches, les plus denses de l'histoire du cinéma. C'est parce que il y a évidemment cette volonté de documenter, de faire ce travail de mémoire, etc. Mais il y a aussi parce que la guerre fascine. Vous regardez Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est peut-être un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le film est aussi traversé par cette idée de la fascination pour la guerre. Il y a une phrase qu'on prête à Napoléon, je crois que c'est à Austerlitz, où sur son cheval gris, il a à un moment donné laissé tomber une phrase qui était « Ah mon Dieu, que la guerre est jolie ». Alors on ne sait pas sur quel ton il l'a dit. Et on ne sait même pas s'il l'a dit d'ailleurs. Mais bon, voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre réponse. Merci. Ouais. Non, mais je voulais compléter, moi, sur la fascination des hommes, notamment pour la guerre et pour les armes. La vidéo que vous avez montrée tout à l'heure en fisheye, je pense que j'étais pas très loin. Je pense qu'on était quasiment au même endroit, au même moment. Et on s'aperçoit que les gens, à partir du moment où on leur met une arme dans les mains, deviennent complètement fous. Là, la plupart des gens qui tirent, ils tirent pour se faire plaisir, en fait. On a estimé, nous, à 90 ou 95% les munitions qui étaient tirées à peu près n'importe où. Je me souviens à Benghazi, les gens qui la nuit faisaient des dessins dans le ciel à coups de traçante pour s'amuser, quoi. Donc la guerre rend fou et il faut toujours se poser la question de cette fascination, en fait. Voilà. Merci Hervé. Est-ce que je peux vous soumettre une question? Je vais devoir partir malheureusement parce que j'aurais vraiment aimé poursuivre la discussion avec vous mais je dois prendre un train, donc je vais partir. Mais je vous soumets une question. C'est François Truffaut qui disait un film sur la guerre finit toujours par être favorable à la guerre. Et peut-être que ça peut être un sujet de réflexion. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Un film sur la guerre finit toujours par être favorable à la guerre. C'est ce que François Truffaut disait. Merci beaucoup. Merci, bon retour. Merci pour la question. Ouais, d'accord. Bah moi non plus. Alors, Non, mais on les garde laisse peut-être à en Truffaut. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'éclairage peut-être sur la salle, là, s'il vous plaît? Alors moi j'ai une question pour Monsieur Chauvel. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous pousse à retourner faire des reportages. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous êtes dit je vais tout arrêter parce que c'est trop dangereux et parce que vous avez une vie de famille Ouais. D'abord, j'ai plusieurs vies de famille parce que c'est un métier un petit peu compliqué à ce niveau-là. On part souvent. C'est trop dangereux. Enfin, c'est pas le danger le problème, parce que ça fait partie presque du plaisir, ça. Moi, j'ai le goût du risque. Il y a des gens qui maîtrisent. Bien sûr que tout le monde a peur. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas peur. Mais c'est une question de est-ce qu'on maîtrise sa peur et puis le travail qu'on fait derrière est plus important. Donc la peur, elle a pas sa place. Il y a des moments où on se fait peur. Quand un obus tombe trop près ou quelqu'un est tué à côté de vous, évidemment, pendant quelques secondes, vous avez un petit sursaut de réflexe. Mais en même temps, j'ai beaucoup de travail. C'est-à-dire que il faut que je suive le mouvement, il faut que je cours, et il faut que je vérifie mon équipement, il faut que je vérifie ma bonne vitesse, mon ouverture, nettoyer les caméras, être sûr des batteries, savoir comment je vais envoyer les choses, essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai pas le temps d'avoir peur, en fait. Et en plus, la guerre, c'est quand il se passe rien qu'on peut avoir peur. La nuit, dans la tranchée, quand on sait qu'il va y avoir un assaut, mais on sait pas quand, on imagine des choses. Quelquefois, on est obligé de faire partie du jeu. Donc, les Ukrainiens, quelquefois, vont me demander de faire 1 heure de sentinelle pour montrer que je suis avec eux. Et moi, je scrute la nuit et j'imagine des milliers de mecs qui veulent tous me poignarder. Donc, évidemment, là, à un moment donné, la peur, elle est pas loin. Mais on est occupé, en général. On a des choses à faire. Donc, en plus, on croit à ce qu'on fait. À partir du moment où on pense que ce qu'on fait est utile, la peur, c'est pas grave. De plus, pourquoi je continue? Parce que, vous savez, quand on va sur les conflits, comme je disais tout à l'heure, on retourne sur les conflits plusieurs fois. Et ça devient des amis. Et donc, quand il se passe quelque chose en Ukraine ou à Gaza ou en Israël, pour moi, c'est des visages, c'est des voix, c'est des gens, c'est des femmes et des enfants que je connais. Et je sais qu'ils ont envie qu'on raconte leur histoire. Ils comptent sur moi. Donc, j'ai l'impression que si je reste
à vivre une vie tranquille à Paris pendant qu'ils souffrent. Je suis en train de les trahir. Il y a pas longtemps, il y a un commandant ukrainien qui m'a dit tu vas arrêter d'aller en Israël, ce serait bien que tu reviennes nous voir, quoi. Pourquoi vous nous oubliez? Donc voilà, c'est des gens qui ont besoin d'avoir des témoins de ce qui leur arrive. Et donc c'est une responsabilité que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est aussi une envie. Hein. J'aime l'aventure, j'aime rencontrer les gens, j'aime raconter les histoires. Donc, et puis qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais aller boire des coups à Paris. Est-ce qu'on reste objectif finalement? Pas du tout. Non, un journaliste est impartial, ça c'est dans les bouquins. Mais par contre, mes photos sont objectives. Mais en même temps, moi, je photographie et je suis interpellé par une image que je vais cadrer ou en film, etc. Ça correspond à mon éducation, à qui je suis, d'où je viens. Un photographe africain, israélien, palestinien, chinois aura pas forcément le même sens du cadre que moi, puisqu'il vient d'ailleurs. Nous, la presse, on va dire occidentale, on représente quoi, 10% de l'humanité. Donc c'est notre point de vue, point. Mais quand même, ce que je photographie et ce que je filme existe. Je l'ai pas inventé, c'est pas bidonné. Donc c'est une partie de la vérité. Je suis pas, je détiens pas la vérité universelle. Hein. Je détiens ma vérité et ce que je vois. Et après, c'est aussi la vérité qu'on me laisse voir. Là, j'arrive pas à rentrer à Gaza. J'ai essayé plusieurs fois. J'étais tellement énervé que j'ai même proposé d'être parachuté avec les vivres. Mais ils n'étaient pas d'accord. Donc, mais on va y arriver. On va finir par rentrer dans Gaza et raconter l'histoire. Mais ce sera mon point de vue. Mes camarades israéliens et palestiniens journalistes ont leur point de vue. Donc c'est pour ça qu'il faut une presse étrangère pour essayer de faire le tri. On ne conteste pas forcément les chiffres des morts à Gaza, mais ce sont des chiffres qui sont donnés par la presse et par le Croissant Rouge palestinien. Donc il faudrait une presse étrangère et une enquête étrangère qui viendrait faire le tri pour savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Encore une fois, on a confiance dans nos confrères, mais ils travaillent avec leur cœur, ils travaillent avec leurs émotions. Donc moi, j'avais fait un film qui s'appelait Miroir de guerre, qui n'a intéressé personne, je vous rassure, où j'avais mis dans mon film 3 photographes israéliens face à 3 photographes palestiniens, face à face, qui racontent en fait le même conflit. Ils sont à 50 mètres, 100 mètres les uns des autres. Ben, leur point de vue était tout à fait différent et leurs images aussi. Donc l'intérêt dans tout ça, c'est de rassembler les 3 points de vue, c'est-à-dire le palestinien, l'israélien et le journaliste étranger qui arrive. Et c'est pour ça aussi qu'on continue à faire ça, parce que justement, on était à la recherche de cette vérité. La photo qui est devenue... Il y a un film où on voit le petit qui est avec son père à Gaza, à Netzarim, abattu par l'armée israélienne, alors que le père tend un téléphone portable en disant « Je suis un civil, je suis avec mon fils ». L'armée israélienne balance une rafale, tue le fils et le père prend 9 balles. Et ce film est devenu un dessin sur les murs et ce dessin est devenu une photo. Donc c'est la déclinaison d'un drame, mais ça a été contesté par les Israéliens qui ont dit que le type avait une arme, que le caméraman qui était palestinien avait monté l'histoire, que c'est pas les Israéliens qui avaient tiré, etc. Il a fallu plusieurs enquêtes et le journaliste de France 2 qui était là, c'est Chamberlain, avec son caméraman palestinien, s'est retrouvé avec des croix gammées sur le capot de sa voiture à Jérusalem. Donc ça a déclenché une polémique démente. Mais c'est aussi encore le point de vue, pour moi, là, des 2 gosses palestiniens qui regardent ce symbole d'un petit garçon qui a été tué, qui a le même âge qu'eux. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez encore une fois, en Israël, quand vous avez une opinion en disant, voilà, les Israéliens sont des salauds, ils ont tué un gamin, et puis le lendemain, vous êtes avec une soldate israélienne qui pleure ses camarades qui ont été massacrés le 7 octobre. Donc avoir une opinion sur le conflit israélo-palestinien, c'est très casse-gueule, quoi. Nous, on se contente de photographier les 2 choses et d'être écœuré par la non-solution de ce conflit qui dure depuis 1948, en fait.